Bonjour et bienvenue de l'image, du son, de l'analyse et beaucoup d'opinions dans la médiasphère. Et c'est signé ce matin par Laurent Bazin. Bonjour Charles-Laurent. Bonjour à vous. Journaliste, chroniqueur, auteur du Bal des dézingueurs. Nous avons également sur ce plateau Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour. Politologue et auteur du Petit Guide du mensonge en politique, aux éditions Poche. Xavier Chalbaum, bonjour. Bonjour. Conseiller en communication à Cabinet XS Conseil. Et Anne-Claire Ruel, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du board, enseignante en communication politique à Paris 13. Alors J-2 et cette question que nous allons nous poser, cette campagne a-t-elle été utile, complètement ratée? Mais avant, une autre question qu'ont apporté les petits candidats à cette course à l'Élysée. Réponse de nos twittos ce matin de la médiasphère, du rire et de la légèreté. Et on va voir que pas seulement. Et on commence par Jean Lassalle. Vous nous en avez parlé hier, Laurent Bazin, donc c'est à vous d'ouvrir le bal. Ah oui, parce que c'est parce que j'aime son accent qui roucoule. Je trouve, et je lisais d'ailleurs sur Twitter, sur le Twitter de la médiasphère ce matin, un commentaire intéressant qui disait finalement ce qui est bien avec les petits candidats, c'est qu'ils ont amené quelque chose de pas robotisé à cette campagne. On était jusque-là enfermés, si j'ose dire, hein, avec des candidats sérieux, chacun dans leur couloir, qui avaient chacun, ou pensaient avoir chacun en tout cas, une chance de l'emporter. Les petits candidats n'avaient pas d'enjeu, ce qu'on appelle les petits candidats, n'avaient pas d'enjeu. Jean Lassalle est un exemple assez frappant. Il n'a pas d'enjeu, si j'ose dire, national, Jean Lassalle, présidentiel. En revanche, son enjeu, c'était d'exister. On voit avec quel plaisir. Ce matin encore avec Audrey Cresson-Mara, il jubile. Sur les réseaux sociaux, il a en partie découvert les réseaux sociaux lors de cette campagne. Il a un hashtag qui s'appelle #LaSalleSiffi, par exemple. C'est-à-dire, c'est de l'humour de bistrot, c'est de bonne aloi, c'est sympathique. On peut dire que c'est un peu... c'est paysan. Dans le bon sens du terme. Mais il le revendique, oui. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire terrien. Et il a un autre avantage, Jean Lassalle, qui est un hurluberlu. Je ne suis pas en train de dire que c'est un candidat sérieux pour cette présidentielle. Mais il revendique ce côté hurluberlu et en même temps, il est porteur de messages de fond, notamment sur l'agriculture et sur le drame que vivent les agriculteurs de son pays. Donc il y a de la conviction, il y a de l'honnêteté, il y a de la volonté d'exister. Il sait que ça ira pas au-delà, mais il est content d'avoir fait ce tour de piste. Et donc, c'était pas désagréable de le voir passer et de l'entendre. De l'entendre quand on peut le comprendre. C'est la difficulté. Mais on l'entend en tout cas. Il y a une forme de com qui fonctionne parce que justement, il n'y a pas d'enjeu et que l'enjeu pour eux, c'est de faire un attentat médiatique. Ils ont 15 jours pour se révéler, ils ont 15 jours pour exister. Donc c'est ce qui fait que quand on a un débat à 11, ils peuvent se permettre des choses que ceux qui peuvent devenir vraiment président de la République ne peuvent pas se permettre. Jean Lassalle, il est parti effectivement sur un ancrage très paysan, rural, les territoires, la défense des territoires, etc. Mais en même temps, je trouve qu'il s'est abîmé dans cette campagne parce qu'il s'est fait d'abord connaître pour cette fameuse grève de la faim au nom de convictions très profondes et petit à petit, notamment lors de son passage chez Laurent Ruquier, où finalement il est devenu très très confus et ça a brouillé le message. Et quand on regarde son programme, il y a un peu la défense des territoires, mais il y a aussi 200 000 fonctionnaires de plus partout en France, etc. Il y a plein de choses qui sont quand même... Mais j'ai le sentiment qu'on est au-delà du programme, colonne on est vertébrale. Surtout sur l'image. Chez Lassalle, c'est ça. Alors, on est sur l'image. C'est vraiment le candidat qui vit cette campagne. Il y a du message quand même. Il y a du message quand même, oui. C'est une forme d'irruption du réel sur le plateau. Oui. Vous avez reçu ici même les auteurs de La France qui gronde. Et ils nous expliquaient très justement que les élus locaux, ils étaient à portée de voix d'engueulade. Oui. Et bien là, les petits candidats Il y a portée de baffe aussi. font ce travail-là auprès des grands, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont aussi... ils interpellent les grands candidats et ils sont aussi des porte-voix justement de ce peuple français. Et est-ce que si on prend le cas de Jean Lassalle, on va voir, il y a d'autres candidats derrière, le côté jubilatoire, je me plais dans ce que je fais et visiblement je vis ce que je dis, ça marche aussi, ça peut séduire? Il y a un effet, en fait, plus profondément, je pense qu'il y a un effet d'incarnation qui est extrêmement fort vis-à-vis de la véritable France rurale. Parce que, si vous voulez, la France rurale, imaginée depuis les centres-villes, et donc imaginée, mise en scène dans les médias, etc., c'est principalement une France, en fait, c'est une France urbaine, c'est-à-dire c'est la France rurale dans laquelle les gens des centres-villes vont passer des week-ends.
Mais la vraie France rurale, c'est une France qui est isolée, c'est une France qui manque de services publics, Absolument. c'est une France qui a des problèmes celle qui d'accès. gronde. C'est celle qui gronde. Exactement, c'est une France qui a des C'est problèmes celle qui d'accès à la n'existait santé. pas dans la campagne. Ouais. Exactement. C'est juste. Accès aux soins, accès à un médecin, donc accès à l'hôpital. Comment se retrouver dans un hôpital quand il faut aller en hélico. Les factures de chauffage, où c'est du chauffage au fioul, etc., etc. Tous des problèmes très concrets. Et Ces gens-là se retrouvent dans ce personnage que l'on voit en ce moment. Et Jean Lassalle, en fait, au-delà du fait d'apporter un programme ou d'exprimer un message précis, parce qu'il y a une confusion certes, il y a un effet d'incarnation qui est extrêmement fort, et ça fait du monde. Hein. La France rurale isolée, je crois que ça se compte en millions de personnes. Et je pense que ça fait du bien. Ouais. C'est-à-dire qu'à voir, ça fait du bien. On se dit, ah, bah quand même, ils sont pas tous faits sous le même format, avec les mêmes costards. Ça vaut aussi pour un candidat comme Philippe Poutou, ce que je suis en train de dire autrement. Ils viennent pas tous du même endroit, ils sont pas tous issus des grands partis ou des dissidents des grands partis, etc., etc. Donc ça fait du bien. Je doute que ça se retrouve dans les urnes, parce que je pense que le réflexe vote utile sera plus important, le réflexe gros candidat sera plus important, mais en tout cas, ça aura donné de l'air à cette campagne. Et il aura remis au goût du jour le béret. Vous avez vu Rihanna défiler de Dior et le béret était effectivement à la une. Est-ce qu'elle a animé de façon différente ce débat? La question est posée et je veux parler de Nathalie Arthaud. Franchement, Non, elle a raté sa campagne, Nathalie Voilà. Arthaud. pas mieux. Pardon. Voilà. Si vous voulez, c'est une chose de dire qu'on manque d'accès aux médias quand on a telle ou telle offre politique, qu'on manque d'accès au débat public. C'est une chose et ça peut être parfaitement entendu. Je suis à titre personnel d'accord avec ça pour toute une partie du paysage politique et idéologique. Mais quand vous avez réussi à faire le boulot de récolter les signatures, la moindre des choses, une fois que vous commencez à faire campagne, c'est d'avoir un message relativement détaillé et construit pour pouvoir occuper votre temps d'antenne avec plus que 2 ou 3 éléments de langage. Et donc, ce que je trouve insuffisant dans le cas de Nathalie Arthaud, c'est qu'il y a en réalité assez peu de messages sur le fond. Mais est-ce qu'elle avait la place, justement? Oui, bien sûr, elle avait la place. Mais même en prenant en Elle a donné compte... suffisamment de place Pardon. aux petits candidats pendant les 15 jours qui viennent de passer. Oui, en voilà, tout cas. c'est-à-dire que même en prenant en compte le peu de temps disponible au total, dans ce peu de temps disponible, si vous Médiatiquement, l'écoutez... on est à l'équilibre. Oui, bien sûr, mais sur le total de la campagne. Même avec le peu de temps disponible, c'est quelqu'un qui se répète beaucoup. Et donc, et puis les propositions programmatiques. Je parle des propositions programmatiques, au-delà de la dénonciation du rôle du grand capital, etc. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Elle est apparue formatée, en souci. fait, c'est Oui, ça qui me en fait, frappe. c'est pour ça. Mais parce qu'elle était peut-être dans le costume, je vous laisse la Non, parole, parce qu'elle est Anne-Claire, formatée, de, elle est formatée par la formation de son parti. C'est-à-dire que c'est un parti extrêmement formaté, avec des mots d'ordre extrêmement Mais Arlette formatés. Laguille, elle était Et aussi. sont des gens Quelle absolument... différence y a-t-il parce qu'elle avait trouvé une relation avec les Français sur un autre mode. Elle était détonnante. Arlette Laguillet sur un autre mode. Mais vous ne pouvez pas reproduire cette chose-là avec quelqu'un qui ressemble tellement à Arlette Laguillet, parce qu'on voit bien que même physiquement, ce qu'a cherché Lutte ouvrière, c'est de chercher une nouvelle Arlette Laguillet. Il fallait trouver, ce qu'a fait le NPA, il fallait trouver un autre Besancenot. Oui. Effectivement, tout le monde n'est pas Arlette différent, Laguillet. voilà. Et tout le c'est monde n'est pas compliqué Arlette de Laguillet. succéder à Arlette Laguillet, qui Ouais. est de mémoire la candidate qui a fait le plus de campagnes présidentielles, 5 ou 6 si je me souviens bien. Oui, alors que et du coup, c'est compliqué Arthaud d'exister. n'en est pas là encore. Voilà. Elle a le temps d'apprendre. C'est compliqué d'exister, du coup elle a du mal à se trouver. Si on se souvient de l'ancienne campagne, elle était très très agressive, elle avait un regard quasiment méchant. Aujourd'hui, elle essaye de s'adoucir et elle est tombée finalement en essayant un peu de s'adoucir, alors que sa cause, elle est quand même très radicale par essence. Elle est tombée face à un Philippe Poutou qui a plutôt été exceptionnel sur la forme. Sur le fond, on peut discuter de tout, mais sur la forme, Philippe Poutou s'est illustré et du coup, je pense qu'elle a pâti de cet effet, entre guillemets, médiatique Philippe Poutou. Mais elle pendant le aura débat. amené en L'effet positif de la comparaison, gouaille je suis d'accord. lyonnaise qu'on n'entendait pas. Vous voyez les accents, moi je suis toujours assez sensible aux accents. Mm. Il y a de la gouaille L'élection lyonnaise, alors on peut s'en présidentielle agacer. régionale. Voilà. Avec des types de langage, somme toute assez sympathique. sympathiques, un peu comme. Enfin, son type tous de en avoir. langage, c'est de dire travailleur, travailleuse et patron. Elle en a aussitôt, Je d'autres. rejoins Laurent, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement une forme de formatage du parti qui est évident, etc. Et je pense qu'il y a aussi un mauvais, si on s'intéresse à la communication, un mauvais usage de la communication au sens télévisuel du terme. Je pense que le parti pris, c'était justement de marteler le message en se disant, bon, on n'a pas beaucoup de temps d'antenne, on va essayer de marteler. On appelle ça sampler aussi en communication. On passe le message plein de fois, on le sample. Mais ça finit par marquer, non? Ça a fini par marquer, mais là, en l'occurrence, c'est un petit peu contre-productif parce qu'il y avait justement cet espace médiatique pour développer des idées et c'est un petit peu la limite de l'exercice. Ça sera rendez-vous dans 5 ans, donc. Elle sera là, Probablement, a priori. probablement, oui. Prochain rendez-vous dans 5 ans. Oui, et dans 10 et dans 15.
Si elle prend effectivement la trace de Arlette Laguillet. Si le parti considère qu'elle est toujours la meilleure porte-parole possible pour eux, parce qu'elle n'est pas la patronne de son parti, elle est la porte-parole d'un parti qui est assez flou, dont on a du mal à cerner les contours et qui est présent avec les mêmes C'est peut-être ça aussi, la messages depuis difficulté. 35 ans, bien sûr. C'est quand vous incarnez Bien un sûr. parti, c'est beaucoup plus simple. Elle est porte-parole, même Oui. si effectivement elle porte la campagne. Elle est plus une que la image, parole. elle est comme un sticker, un autocollant que le parti décide de mettre à un moment pour apparaître. Bah oui, Mais, non, parce qu'un Poutou a réussi à émerger lors de oui, cette campagne. mais et le puis un NPA, c'est pas du tout la même avant, chose. effectivement, c'était Mais le pas la même NPA, chose, c'est pas mais, du tout la même ouais. chose. Vous C'est la beaucoup trouvez plus pas à ce libertaire, point d'ailleurs. il le dit. sympathique, au milieu des drapeaux rouges. Au moins, elle défend. Elle a ce mérite peut-être de défendre sa cause. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de là-bas. Le mérite de défendre sa cause, si vous voulez. Non, on n'a pas le droit de. Il y a des réglementations. Vous ne voulez pas parler je ne peux pas répondre là-dessus, mais dans les sondages. le Il y a un mérite de candidat de défendre gauche sa de la cause- gauche à 18% dans les sondages qui défend cette cause de manière beaucoup plus évidente. Parce qu'on n'a pas le droit de prononcer son nom. Non, Mais, pour moi, peut-être moins enregistrement du authentique, temps de- entre Non, guillemets. Du pour moins, moi, c'est ce que pour moi, dit. on peut pas les mettre sur le même plan idéologique. Ne serait-ce qu'en lisant les programmes ou les professions de foi, il y a un monde quand même qui les sépare, même s'ils ont pu avoir des origines groupusculaires communes. D'accord, ça c'est vrai. Alors- Mais il y a des gens qui ont bougé, quoi. Il y a un monde aussi qui sépare Nathalie Arthaud et celui dont on va parler, François Asselineau. Ou Asselineau. Oui, alors là-dessus, puisqu'on parle de François Asselineau, il y a quelque chose qui est fascinant à observer, c'est le comportement au sens strict et non péjoratif de secte. C'est-à-dire que vous avez une petite base de militants extraordinairement active sur les réseaux sociaux. Oui. Comment je le sais? Parce que moi, en tant que politologue et éditorialiste, comme j'ai accès au débat public, eh bien, j'ai droit régulièrement à des sollicitations de leur part, que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit sur mon compte Twitter, et c'est toujours les mêmes 2 ou 3 éléments de langage, c'est-à-dire Asselineau le dit, avec un lien vers contenu programmatique ou YouTube ou quoi que ce soit. Ou alors, mais pourquoi vous vous retrouvez avec un message dans les commentaires de tel ou tel contenu que vous avez sur votre page Facebook, mais pourquoi vous ne parlez jamais de François Asselineau? Ce qui n'avait rien à voir avec la choucroute, mais ça va être posté. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de marketing viral extrêmement agressif au sens type de marketing, Et combat de campagne. oui, et qui existe depuis des années Oui, et des années, absolument. et qui crée un décalage énorme entre l'assise réelle de François Asselineau, qui est un quasi-inconnu pour la quasi-totalité de la population française, et le battage sur les réseaux sociaux. Il y a Et même, il y a un on goût. le voit sur C'est ces la seule images. manière d'exister. C'est-à-dire Mais c'est dans bien les- On voit fait, sur hein. ces images, il y a même un Oui. décalage entre ce Oui. que vous venez de nous dire et puis le personnage. Parce que Oui. ce personnage, on a du mal parfois à en Oui, déterminer c'est un personnage. les contours, mais Ah non, c'est fa- quand même un personnage. Ah non, non, c'est facile. Si on s'intéresse à sa biographie, c'est un souverainiste de droite. Point. Et donc, quand on dit c'est une offre entièrement nouvelle, etc., pardon, mais c'était l'offre déjà de Charles Pasqua à la fin des années 90, quand il a tenté une scission vis-à-vis de l'ancêtre alors c'était Avec le LR, RPR. avant ça c'était l'UMP, et avant ça c'était le RPR. Et donc à un moment, lui, il fait une scission, Charles Pasqua fait une scission en créant le RPF. Et dans cette ligne idéologique, vous avez quelqu'un comme François Asselineau. Donc quand on dit offre Et politique Philippe nouvelle, de Villiers et idéologiquement, Nicolas Dupont-Aignan, non, pas d'une vraiment. certaine manière. Quant à l'idée que lui-même est un personnage hors système par son parcours, alors en fait, quand on s'intéresse à sa biographie, ça n'est pas vrai non plus. Ça n'est pas vrai non plus parce que c'est quelqu'un qui est passé par les cabinets ministériels, qui est passé par les hauts postes de direction administrative, etc. Il le dit etc. d'ailleurs, hein, et il capitalise ça en disant voilà ma crédibilité, voilà mon savoir, et tous ces gens-là, en parlant des autres candidats, Oui. je les connais. D'ailleurs, c'est affiché à chaque Oui. fois on a l'impression d'assister à un cours de droit constite à chaque fois, donc avec la reprise des articles Oui. de loi. Ça avait fait mouche dans le débat 11. Ça avait fait mouche dans le débat 11 parce que justement, ça donne une forme de crédibilité. C'est un peu l'effet. Ce qui avait fait mouche, pardonnez-moi, ce qui avait fait bouche mouche sur Asselineau, c'est le moment où il dit à Emmanuel Macron, vous êtes toujours d'accord avec quelqu'un ici. Oui, Ça avait effectivement. fait mouche. Oui. Vous prenez l'article 192. Ça marche. Je me souviens d'une passe d'armes avec Marine Le Pen, Ça ça avait fonctionne fonctionné. sur les Oui. eurosceptiques. Et c'est ça D'accord. aussi la Mais donne c'est des petits facile. candidats. C'était l'aspect Exactement. aussi eurosceptique C'est surtout. qui change la donne aussi pour Marine Le Pen. Parce que finalement, on a l'impression que là, pourquoi est-ce que finalement, elle n'est pas si anti-Europe. Et c'est ça qui est un peu étonnant aussi Assez avec ça. isolé sur ce front-là. Et je rejoins
complètement ce qui a été dit précédemment par Thomas, parce que effectivement, il théorise d'ailleurs ça. Il appelle l'armée de l'ombre les militants du web. C'est un nouvel espace de communication, mais c'est surtout des gens ultra motivés, un peu à l'image de l'affichage qu'il y a partout, sauvage dans toutes Pas les que du villes. web, parce que moi, quand j'animais une émission de radio interactive, en l'occurrence, il y avait régulièrement des auditeurs qui appelaient, c'était sur RTL, des auditeurs qui appelaient pour prendre la parole sur des sujets et qui finissaient par dire « Mais d'ailleurs, pourquoi vous invitez pas François Asselineau ? Parce qu'il est formidable, il en parle très bien. » Donc c'est une technique pour faire émerger son candidat. Pour le reste, moi je trouve que c'est un prof de droit constite, effectivement, mais avec lequel on préfère lire les polycopiés que d'assister au cours. Vous voyez ce que je veux dire, un peu le style ? Autre candidat, mes amis, dont on va parler. Alors, lui est considéré comme un petit candidat, mais il rêve depuis des années d'être un grand candidat. Je veux parler de... Dupont-Aignan, je suppose. Bravo. Yes. Campagne, toujours offensive, Dupont-Aignan. C'est l'antisystème, mais dans le système. C'est celui qui défend ses convictions et ses valeurs. Pourquoi toujours ce décalage entre ce personnage et ce qu'il veut, bien évidemment, et là où on le place aujourd'hui, que ce soit les sondages ou ses adversaires. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il est énarque. Oui, comme Philippe de Villiers. Je crois, oui. Je vérifierai quand même, mais il me semble, pour en avoir discuté une fois avec lui, comme Philippe de Villiers, et ils ont un parcours assez commun, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sont issus d'un moule partisan, et ils considèrent que ce moule n'est plus représentatif de leurs convictions. Donc moi, j'ai du respect. À l'époque, d'ailleurs. Oui. C'est le candidat qui vient le plus du système. Il a travaillé pour François Bayrou, pour Michel Barnier. Oui. Il était responsable des études du RPR. Oui. On ne peut pas être plus dans le système. Oui, mais il en sort. Etc. Oui, mais il en sort. Il en sort en proposant en même temps. Villiers, c'est pas mal. Il démarque comme président parlementaire, il n'a pas 30 ans. Il propose des choses qu'on retrouve pour une partie chez Marine Le Pen, pour une partie chez François Fillon et ailleurs. Donc c'est pas quelqu'un qui se démarque vraiment. Il a deux façons de se démarquer dans cette campagne. C'est les déboires de François Fillon et de maîtriser un système médiatique en essayant de provoquer encore ces fameux attentats médiatiques. Et c'est l'histoire de je quitte le plateau. Quand il quitte effectivement le plateau de 20h. Et je pense que ma campagne décolle parce que j'ai osé quitter le plateau, ce que tout le monde a fait déjà depuis 20 ans. Je veux signaler la conviction, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Je veux dire par là on peut penser ce qu'on veut de Nicolas Dupont-Aignan sur le fond et de son parcours avant, absolument d'accord sur le côté issu du système, mais ils sont un certain nombre dans cette campagne à se décrire hors système et à être issus du système, parce que même Marine Le Pen est issue d'un système d'une certaine manière, qui est le système certes construit dans l'antisystème, mais enfin c'est quand même la fabrication d'un parti il a ce mérite, effectivement. Mais il a ce mérite d'avoir à un moment choisi ses convictions contre son intérêt immédiat, qui était de rester dans le système et d'en profiter tranquillement. Enfin, dans le système. Dans le parti, pardon. Je ne veux pas reprendre la dialectique. On me confirme qu'effectivement, il est parti en profiter tranquillement. En sciences politiques, l'expression anti-système, c'est Giovanni Sartori, en fait, qui a théorisé ça il y a quelques décennies même. Un parti anti-système, c'est simplement un parti qui veut changer le système politique et économique en place. Et donc, anti-système n'est ni une expression d'extrême droite, ni une expression de la gauche radicale ou quoi que ce soit. C'est une expression qui est omniprésente dans cette campagne. Bien sûr, c'est juste pour dire... effectivement le souhait aujourd'hui de Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, ça veut dire quelque chose de précis. Et donc, à cet égard, il y a des candidats qui sont véritablement anti-système. Et en ce sens, Nicolas Dupont-Aignan en est un. Ouais. Il n'est pas le seul, mais il en est un. Et il y en a d'autres qui prétendent être anti-système. Et ça fait éclater de rire quand on sait quels sont leurs positionnements, par exemple sur l'économie. Laurent, c'est-à-dire quelqu'un Dupont-Aignan est un vrai candidat anti-système qui a fait un choix de carrière qui n'est pas évident. Voilà, c'est exactement ça. Il n'a pas fait un choix de carrière, justement. Il a fait l'inverse du choix de carrière. Il a fait le choix de la trace et de la conviction. À un moment, il y a l'UDF. Et il considère que l'UDF, en partant du côté de l'Europe de type Maastricht, c'est une erreur par rapport à la souveraineté de la France, par rapport à la souveraineté populaire, etc. Et derrière... à droite, ils claquent la porte en considérant que ce sont des tricheurs qui fraudent leur propre vote interne, ce qui est marrant quand on connaît la suite, et c'est pour ça qu'ils reclaquent la porte. Donc c'est un homme de conviction. Il rentre un petit peu dans la mouvance des chevènementistes, il récupère un peu cet aspect-là qui a toujours existé. Et c'est un candidat qu'on retrouvera, à mon avis, encore dans 5 ans pour les prochaines présidentielles. S'il arrive à se financer et à se rembourser ses frais de campagne, vous savez que c'est le grand enjeu. Pour ceux dont on parle en ce moment, vous avez déjà évoqué depuis tout à l'heure son nom. Beaucoup de gens retiennent un clash dans un débat à 11, un clip de campagne qui a fait mouche et qui a beaucoup tourné sur la toile. Là aussi, je veux parler de monsieur... Philippe Poutou. Bravo, donc Xavier Chalfont, c'est pour vous. Poutou. Philippe Poutou, c'est un peu la révélation de la campagne, puisqu'il a eu cette fameuse phrase « il n'y a pas d'immunité ouvrière » qui a été... qui restera comme un slogan. Ah oui. Voilà, la phrase du débat à 11.
Voilà, il ose dire des choses. Une parce des phrases que, de cette campagne, vous avez voilà, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il ose se retourner vers ses conseillers, ses amis pendant le débat. Il en a rien à foutre de rien. Il l'a dit encore ce matin sur les ondes, j'écoutais, il expliquait que tout était bidon, qu'il fallait tout changer, qu'il n'était pas du tout pour nationaliser les choses comme on le prétend. Il veut juste plus d'État, que tout soit dirigé par tout le monde. Mais quand on lui demande... Il est libertaire, il totalement. l'a dit beaucoup. C'est Voilà. Et il dit, je me fous d'ailleurs de la campagne, d'être président, c'est pas mon job, c'est pas mon rôle. Ce qui Quelque pose part, quand même c'est un frais, problème. un candidat comme ça. Enfin, frais entre guillemets, mais Oui, c'est frais, mais à l'arrivée, est-ce que ça la campagne sert aussi à ça. Est-ce que ça sert les idées? C'est très bien d'avoir des candidats qui soient frais, qui suscitent de l'audience et qui fassent des clashs et que ce soit repris sur les réseaux sociaux et qu'on s'ennuie un peu moins. Mais est-ce que finalement, une campagne présidentielle, c'est quand même pas fait pour pouvoir se déterminer à la fin? Et voilà, excusez-moi de dire des choses très classiques, mais il y a un moment où on peut pas dire est-ce que cette campagne n'a servi à rien, on n'a pas pu parler des idées, elle a été polluée. C'est quoi? Vous par allez plein de avoir choses. une demi-heure pour y Voilà. répondre dans quelques instants. Voilà. Et en même temps, se réjouir de gens qui viennent juste pour faire le spectacle. Écoutez, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est des gens qui disent qu'ils sont pas d'accord avec lui, ou qui sont pas d'accord avec Jean Lassalle dont on parlait tout à l'heure, ou avec Monsieur Asselineau, mais qui disent voilà, ça a ouvert les fenêtres, on avait besoin de ça, on s'était C'est le candidat des poussières. on s'était enfermé dans une campagne qui a commencé très tôt, Bah, il y qui a a plus de commencé 5 avec mois, les avec les primaires, primaires. qui a commencé avec le suspense ou le vrai faux suspense autour de la vraie ou pas Candidature candidature d'un président d'Emmanuel de la Macron, etc., puis Et le Hollande. président de la République, etc. Bon, voilà. Donc à un moment, il y avait des nouveaux et ça a pas fait de mal. Est-ce que ça a apporté au bout du compte à la campagne sur le fond et au débat sur le fond? On va en discuter après. Ça, j'en suis pas sûr en revanche. Donc- c'est quand même le candidat qui apporte une forme effectivement de respiration. Et puis je suis désolée, les messages portés sont aussi intéressants. Les ouvriers sont quand même aussi, même si si ça menuise en France, c'est quand même aussi des enjeux hyper, Non, mais ils sont là, ils hyper existent. pertinents. Je pense que c'est essentiel au La contraire chose qui est qu'on ait un intéressante, candidat comme ça pour discuter un peu de ces enjeux-là fondamentaux en ce moment. Et le fait justement que Philippe Poutou soit difficilement cernable par les autres candidats, ça ajoute de l'attrait. Oui, non seulement ça, Vous avez un ancien porte-parole du MPA qui ce matin sur l'antenne d'LCI disait justement c'est ça que l'on veut, c'est quelqu'un qui parle comme les gens. exactement. On n'a pas justement. envie de prendre de gants On et quand arrive- il est en t-shirt, c'est aussi une façon de On arrive dire. à la fin de l'ère de la communication politique d'une certaine façon. Je pense que les communicants, dans un second temps, vont passer dans l'ombre parce que justement, ils ont été trop éclairés. Ce sera un bon thème de Médiasphère, ça, après les et présidentielles. Poutou, c'est ça. Poutou, c'est ce qu'on disait, c'était l'irruption du Et non pas réel. comme- Oui, C'est une bien manière sûr. de parler qui n'est pas formatée, qui n'est pas pétrie d'éléments de langage, même s'il y a des punchlines qu'il prépare évidemment avant et en commun avec ses Non mais Thomas, camarades. ce ne sont pas des Mais communicants voilà. classiques. C'est ce que je voulais dire. Moi, je suis vois à d'accord ce point sur ce que je pense dans mon langage corporel. C'était ça. On a vu. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, Je ne suis pas consultant, mais je vous regarde. l'idée qu'il y a, en fait, écoutez, j'en suis flatté. Comment dire? D'abord, il y a il y a toute une stratégie de communication et le fait de prétendre, nous, on n'est pas dans, on n'essaye pas de faire de la com, on est spontané, on est frais, etc. C'est du pipeau. Philippe Poutou fait de la com comme les autres et sa com, c'est d'avoir l'air du type Mais bien qui sûr. vient de manière nature, Comme on le voit là, sur les etc. images. Mais Mais bien c'est sûr. complètement contrefait, on est Oui, d'accord. mais c'est ça qui Non. est fort. Non, mais je le pas précise. contre C'est ça qui est fort. C'est pas Mais bien contre sûr eux. que si. Je suis en désaccord et Ouais. je suis en accord avec vous. Alors donc je vous laisse le dire. Non, je suis en accord avec vous. juste, je voudrais Non, parce qu'il y a une forme de sincérité justement. C'est-à-dire Ouais. que C'est lui. la communication n'est là que pour porter des messages politiques. Oui, je suis La pas d'accord communication avec ne ça. doit pas supplanter la politique en soi. Et là, avec Poutou, on a une forme de sincérité qui est sur tous les plans. Je pense que On verra. je pense que c'est de la com, mais je pense qu'ils ont choisi le personnage Exactement. qui allait faire de la bonne com. Mais Ça, vous je savez suis on va le dire, quoi je suis On d'accord. verra Et le personnage si est réel. En fait. la je suis d'accord. com a porté ses fruits et ce sera dimanche soir aux alentours, de 22h. On va parler de cette campagne dans un instant, dans 3 minutes d'ailleurs, savoir si elle a été utile, si elle a été ratée, si elle supporte tous les qualificatifs qu'on veut bien lui donner depuis quelques jours et quelques semaines. Avant, un mot quand même de celui dont on dit qu'il a raté sa campagne. Mais pourquoi? C'est Benoît Benoît H. Hamon. Benoît Hamon. Tout a commencé dans les îles, je parle du dévissage, avec un speaker qui s'était trompé sur son prénom. Et c'est assez frappant parce qu'il y a des lapsus que moi je retiens. Alors c'est une anecdote, ça n'a aucune importance, mais c'est le moment où on s'est dit, mais finalement ça va le faire ou ça va pas le faire, Hamon? Et ça l'a pas fait. Et ça l'a pas fait parce que Hamon, c'était une construction de primaire. C'est-à-dire, d'abord, Benoît Hamon, j'ai du respect pour l'homme, hein.
c'est une construction d'apparatchik. Là, pour le coup, lui, il n'est pas sorti C'est du l'appareil système. du PS. Il a grandi dans le parti, il a commencé au mouvement des jeunes socialistes, enfin, il a commencé à l'UNEF, puis le mouvement des jeunes socialistes. Il avait fait même repousser d'une année la limite d'âge pour pouvoir prendre la tête des jeunes socialistes à l'époque. Donc, c'est vraiment un truc d'apparatchik. Et puis, il grimpe, il a des convictions, hein, je veux dire, là encore, sur le fond. Mais c'est une construction. Et c'est une construction notamment pour la primaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il a été le visage des frondeurs à la primaire. Et d'une manière assez habile, il a dit, voilà, vous n'avez pas aimé ce qui s'est passé pendant 5 ans, ben voilà le type vers qui il faut aller, parce que moi, j'incarne finalement l'opposition à ce qui s'est passé pendant 5 ans. Oubliant qu'il avait été ministre pendant 2 ans et demi, avec grand plaisir d'ailleurs, et qu'il a fait des choses sur le fond très intéressantes, notamment sur le terrain de la consommation. Une fois que vous arrivez dans la campagne présidentielle, avec ce bagage-là, vous explosez en vol, parce que Manuel Valls l'a résumé un jour d'une phrase qui est terrible, mais qui est pas fausse. Quand vous faites la campagne des Verts, vous avez le score des Verts. Mais au bout du compte, il a fait une campagne tellement sur les travées finalement, j'allais dire écolo un peu bobo. Plutôt que les travées. Non, bon, pas du tout. Il y en a eu aussi. C'est pas de la trahison, Benoît Hamon. Non. Et il a dit assez. Il a été trahi. Mais il a été trahi, il a été frondé comme il a frondé. Donc, là, d'une certaine manière, c'est l'arroseur arrosé. Mais surtout, il a choisi un segment qui fonctionnait sur la primaire, c'est-à-dire sur un électorat particulier, qui n'a pas été de plus de 2 millions de personnes, hein, et qui ne fonctionnait pas dans la campagne présidentielle qui a suivi, notamment parce qu'il s'est fait doubler par la gauche par un certain candidat. L'avenir de Benoît Hamon, c'est quoi? C'est le PS, c'est un nouveau PS, c'est une reprise en main? Déjà, il y a la question du sort de sa campagne. Et donc, comme j'ai 1 minute, moi, je ne comprends pas qu'il ne se désiste pas. Dans son propre intérêt, je veux dire. C'est-à-dire que là, il est parti pour faire un score minable. Et donc, de sortir vraiment par la petite porte. Pardonnez-moi, mais comment... c'est pas possible pour le remboursement des frais de campagne. Mais c'est pas... c'est pas non plus sortir par la grande porte. C'est pas... Si, justement, j'ai 1 minute, donc... Non, 30 secondes maintenant. 30 secondes maintenant. S'il sort avec un score minable, il sort par la poubelle de la campagne présidentielle. Il ne sera pas forcément totalement comptable. S'il se désiste à la dernière minute en disant voilà, j'ai été trahi par l'appareil du PS, aile droite, plus le premier secrétaire qui ne prend pas de sanctions contre ceux qui me plantent des tronçonneuses dans le dos, eh bien, dans l'intérêt supérieur de la gauche, je me désiste pour que la gauche soit au second tour. Que ça marche ou pas, le mec est un héros de l'électorat de gauche pour 20 ans. Et là, je ne comprends pas. Effectivement, Et il plante le parti qu'il trahit en coulant ses finances. Donc on a 3 jours. Et il a 3 jours. Il a apporté des thématiques qui sont fondamentales, qu'il a lâché un peu trop vite. Le revenu universel, je suis désolée, c'était très intéressant. Et il a au moins changé toutes les 2 semaines, c'est ça qui va pas. On verra. Surtout, il a lâché son esprit frondeur. Il a tout frondé pour gagner cette primaire. Et puis quand il est arrivé, le premier truc qu'il a fait, c'est d'aller voir François Hollande, d'être reçu par Bernard Cazeneuve. On verra si justement Benoît Hamon suit les conseils de notre ami Thomas Guénolé et laisse la place pour devenir un héros à gauche, si je vous ai bien entendu, pendant 20 ans. Si je vous dis campagne hors norme, folle campagne, indigne du jamais vu, des expressions qui ne manquent pas, primaire LR, primaire PS, la course au Graal, tout ça, ça a commencé il y a presque 5 mois. Mais ça va plus loin quand même. Et le titre que vous allez voir s'afficher sur vos écrans, campagne ratée, campagne utile. Alors là-dessus, j'entends beaucoup que c'est une campagne ratée aussi bien du côté de la classe politique que du côté de l'ensemble. Que c'est une campagne pour rien, qu'elle a été moche, etc. Moi, j'ai quelques éléments pour dire que j'ai adoré... Est-ce qu'une campagne est vraiment pour rien? C'est la question qu'on peut poser. Moi, j'ai adoré cette campagne pour plusieurs raisons. Elle se termine quasiment. D'abord, grâce à l'existence des réseaux sociaux, ça n'aurait pas été possible avant, je pense, il y a eu des mobilisations massives pour imposer 2 grands candidats hors parti. Je pense à Jean-Luc Mélenchon et à Emmanuel Macron, qui n'auraient pas pu exister avec une force pareille de relais de terrain s'il n'y avait pas les capacités permises par les réseaux sociaux. Ça, je trouve ça génial, en termes d'ouverture du jeu. Ensuite, les primaires ouvertes dans les 2 grands partis habituels, ça a imposé par la base, par les sympathisants eux-mêmes, un renouvellement, certains disent le dégagisme, un renouvellement en se débarrassant d'un certain nombre de favoris ou de caciques, pour pouvoir, la base a pu jeter ceux qui ne supportaient plus. Parce que c'est peut-être les primaires qui d'ailleurs ont, dès le départ, changer cette campagne ou le ton d'une campagne classique. Absolument. Et donc, rajouter à ça les débats de premier tour qui ont été critiqués, qui avaient peut-être des imperfections, mais en tout cas, les débats de premier tour ont permis un brassage des idées, des valeurs, des projets, des personnalités, et ça a fait des audiences énormes, ce qui veut dire qu'on est dans une démocratie où les électeurs, quand on leur donne des candidats qui vont parler pendant 4 heures de leurs projets, de leurs valeurs, avec des tacles certes, mais ça ne se limitait pas à ça, et leurs propositions, ils font un débat 4 heures,
4 heures. Eh bien, les gens s'y intéressent. Ça fait une audience de malade. Avec plus de 8 millions, voire 9, justement. C'est qu'il y a cette appétence pour la politique. Et puis alors, cerise sur le gâteau, moi ça fait des années que je dis qu'il faut arrêter de traiter les sondages comme des oracles parce que ça n'est pas ça. Ceux qui ont joué aux apprentis devins pendant des semaines, des mois, voire des années, là ont été répétitivement ridiculisés. Et donc pour toutes ces raisons... Si on regarde les algorithmes qui sont aujourd'hui en compétition, ça sera peut-être un enseignement d'ailleurs de cette campagne, les résultats ne sont pas totalement les mêmes. Vous êtes aussi passionné justement... Donc pour toutes ces raisons, moi j'ai adoré cette campagne. Elle a été utile parce qu'elle a été intéressante tout à l'heure. C'est vrai que ça pose la question de est-ce que c'est pas la fin des sondages par rapport au big data? Est-ce que finalement c'est pas plus intéressant de regarder le comportement et l'évolution des gens plutôt que d'aller les interroger? On verra dimanche soir. Donc ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je pense qu'elle a été utile parce qu'elle est atypique et évidemment elle a été intense avec tous les rebondissements qu'on sait sur les affaires, etc. Mais elle a été surtout atypique parce qu'elle a fait émerger des nouveaux comportements de la part des candidats et de la part des électeurs. Je prends par exemple l'autoscoop. C'est Emmanuel Macron qui a été lui-même, pour la première fois, déminé des rumeurs. Est-ce qu'il est homosexuel, pas homosexuel? Est-ce qu'il a un compte à l'étranger, pas à l'étranger? C'est lui qui y va. Il y a eu les hologrammes de Jean-Luc Mélenchon. Il y a l'émergence des fake news. Aujourd'hui, il y a peut-être... à force d'avoir des blogs et des réseaux sociaux un peu partout, des gens qui sont peut-être moins regardants et du coup on a du mal, la frontière devient de plus en plus opaque. Cette campagne, on l'a rendue aux citoyens. C'est ça que vous essayez de dire. Est-ce qu'on l'a rendue aux citoyens? Est-ce qu'une campagne qui était quelque chose d'appareil politique, les réseaux sociaux, cette ouverture, le fait de parfois pousser les politiques dans leur retranchement, on met bien sûr de côté les affaires, fait que c'est ce qui a rendu cette... Ils peuvent effectivement contourner en tout cas les règles qui ont été fixées. Je prends un exemple, il y a l'égalité stricte, vous en savez quelque chose du temps de parole. Aujourd'hui, on peut voir les meetings sur Facebook Live. Chaque candidat retransmet en direct son meeting. Donc si on veut le voir, le partager, etc. Chaque candidat sa radio, sa télé. En fait, je pense qu'il y a une grosse différence entre ces temps très importants qui étaient, par exemple, la retransmission des meetings sur les réseaux sociaux, les débats à 11 ou pas à 11, peu importe, où il y avait vraiment une clarification de l'offre politique, parce que c'est surtout ça, cette campagne, c'est que ça a clarifié l'offre politique. On sait très clairement qu'il y a effectivement des politiques et des courants très, très marqués, très différents. C'est-à-dire que là... C'est un peu ce que j'essayais de dire, c'est une campagne qui a échappé aux politiques. Mais on a ce sentiment. Là où je me dis qu'on a par contre, on s'est peut-être détaché justement de la campagne des citoyens, c'est dans le traitement un petit peu, alors le gros mot c'est en anglais, c'est ongoing, c'est-à-dire on continue vraiment de la campagne à évoquer justement les ralliements et puis toute la course de petits chevaux les affaires autour de ça, où là on a un petit peu justement on s'est éloigné des sujets de fond qui étaient pourtant débattus au moment de ces grands rituels. C'est devenu des rituels finalement, c'était nouveau, mais inédit, mais c'est devenu des rituels de débats démocratiques avec clarification de l'offre justement. Et les médias qui ont imposé toujours effectivement, vous en parlez des grands rituels, et là aussi ça a un peu volé en éclats quand même. Il y a une prise en main. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce que disait Thomas est très juste tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, j'ai été très frappé par les scores des débats. C'est-à-dire par l'attente, par l'attention. Ou, si on veut le dire autrement, par l'incertitude manifestée par les Français qui étaient curieux de savoir vers qui ils pourraient porter leur suffrage. D'ailleurs, ils restent très incertains. Français qui, là encore, ils restent très incertains. Sont incertains. Pour 30% d'entre eux aujourd'hui, étaient extrêmement volatiles. Oui, ils réfléchissent encore. La nuit est importante. C'est important, parce que c'est pas des gens inaptes à décider, c'est des gens qui réfléchissent encore. On a dit ça. Vous avez dit ça beaucoup d'Emmanuel Macron. Je dis pas que vous dites ça. Je dis juste qu'il y a un terme qui s'est imposé pour les qualifier, qui est les indécis. Moi, j'appelle ça des électeurs réfléchis. C'est des électeurs qui réfléchissent encore, au lieu de voter systématiquement pour le même camp quoi qu'il arrive, telle une vache attachée à son piquet. Oui, donc ça c'est plutôt c'est peut-être d'ailleurs une des particularités et des enseignements de cette campagne. Ils ont pu se porter successivement sur 3 candidats différents, et on voit aujourd'hui des électeurs de Marine Le Pen qui n'excluent pas de voter. On a le droit de prononcer son nom maintenant, oui, pas trop, pas trop. D'accord. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est pas parce qu'il est... Je précise pour les téléspectateurs. Je précise pour les téléspectateurs, c'est pas parce qu'il est interdit d'antenne sur LCI, c'est parce que dans les comptabilités compliquées imposées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui aura très largement... dans une égalité de temps de parole. Laurent a raison, il est bon parfois de le préciser. Vous faites partie du complexe médiatico-sondagier, c'est un complot, il faut réexpliquer ça, parce que le CSA fait partie des règles absurdes, a imposé les règles absurdes qui ont fait que pendant les derniers 15 jours de la
la campagne, vous avez entendu que du bruit, des petits éclats, des petites phrases, mais plus D'ailleurs, vous ne de parlez débat pas de de fond, finance. parce qu'en vérité, vous C'est n'aviez plus la place. Voilà. Donc ça c'est Ceci étant fait. dit. Ça c'est fait et c'est dit. Cette campagne, c'est donc la défaite du CSA. Je viens de le dire. C'est la défaite des partis traditionnels. C'est de manière très spectaculaire. Le PS et les Républicains C'est pèsent l'implosion aujourd'hui. des partis de gouvernement. Pèsent clairement. aujourd'hui dans les sondages, oui, absolument. Pèsent aujourd'hui dans les sondages 26%. Ils étaient à 45% à la dernière présidentielle. Donc c'est quand même assez spectaculaire, moi je trouve, comme dévisage. C'est effectivement la défaite des grands favoris, des grandes figures tutélaires de la politique, c'est-à-dire ceux qu'on était supposés, vous savez, retrouver, couturés, abîmés. Balafré, il en reste un, mais il était Premier ministre, il n'était pas président. Et il était donné outsider en plus. Voilà. Donc c'est la défaite des grandes figures tutélaires. Et c'est un peu aussi. T'as mis les primaires. Et c'est un peu aussi la défaite des médias qui ont eu du mal à attraper cette campagne extrêmement atypique et qui finalement l'ont attrapée par des petits bouts de ficelle. Mais c'est notre fragilité médiatique. Les médias sont faits comme ça. Ils attrapent ce qui surnage le sommet de l'iceberg. On a du mal à faire émerger le reste de l'iceberg. Et donc on a attrapé quoi ? On a attrapé des costumes, on a attrapé des emplois fictifs. On a bien fait de les attraper quand l'affaire a émergé. D'ailleurs, la justice aussi les a attrapés, donc c'était un sujet, mais ce n'était pas forcément le sujet des 2 mois et demi de campagne. Justement parce que les codes ont cassé, donc c'est plus ont été de cassés victoire. que d'autres, et notamment les Français, à travers les réseaux sociaux, mais d'autres se sont emparés de cette campagne. Ce qui mais la je ne rend trouve justement pas, moi, que les atypique. Français soient tellement emparés de cette campagne. Vous n'avez pas ce sentiment-là ? Moi, je ne trouve pas ça. J'aurais aimé qu'ils s'en emparent plus. J'entendais Nicolas Hulot tout à l'heure chez vous. D'une certaine manière, l'initiative de Nicolas Hulot avec 150 ou 170 associations ou fondations, pardon, je n'ai pas le chiffre exact. Enfin, j'ai dit, il m'est sorti de l'esprit là. Qui consiste à faire émerger, pour le coup, du terrain, parce que ce sont des militants associatifs qui bossent, qui travaillent, qui ont des idées, qui sont confrontés au réel, qui font remonter des solutions et qui apportent ces solutions aux candidats. Ça, je trouve, c'est intéressant. Et il serait intéressant que les politiciens, ou ceux qu'on va élire, s'en emparent effectivement. Et il serait intéressant que ça remonte de tous les côtés. Moi, j'ai d'autres exemples de ça. Par exemple, les fédérations de l'industrie, alors vous me direz, c'est des fédérations patronales, mais malgré tout, elles regroupent des entreprises plus ou moins grosses, beaucoup de PME, beaucoup de TPE, etc. Tout d'un coup, ont décidé, avant cette campagne, de s'unir. Ça a été un travail de longue haleine, mais les 18 fédérations de l'industrie, c'est énorme en France. On dit l'industrie, c'est en train de mourir. C'est faux. L'industrie, c'est 3,5 millions d'emplois directs en France. Se sont unis pour porter des idées. Non, mais vous prenez la parole quand vous voulez, Thomas. Il faut que ces idées, non, je peux pas le couper. Il faut que ces idées, à un moment, soient... J'en ai presque fini. Okay, il faut que ces idées, à un moment, soient reprises et donc émergent. Ça, c'est une façon de faire remonter des idées du terrain. Et ça, c'est une façon de nourrir la politique autrement. Mais je ne trouve pas que les Français soient emparés de cette campagne, non. Alors, ça nécessite un... Pardon, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que... Allez, Thomas Guénolé, mesdames et messieurs. J'étais là avant, vas-y. Non, mais Surtout qu'en plus, on n'a pas de temps de parole pour Thomas Guénolé et c'est libre. c'est vrai. Mais voilà. oui, Donc, alors donc, allez-y. Du coup, ça devient l'état de nature. Bon, donc... Vous êtes mûr pour une 3e campagne. Alors, exactement. J'ai des crèves, du coup. C'est vrai. Moi. Donc, d'abord, sur le traitement médiatique, il y a eu, il me semble, des gros soucis. Et donc, ce serait bien que les différentes salles de rédaction, en particulier quand ils se constatent, mais comment ça se fait qu'on a des gros problèmes d'audience ? Il y a des médias en ce moment qui se disent, tiens, nous, ça marche pas. Tiens, nous, on est en baisse. Tiens, nous, on stagne. Pourquoi ? Il y a le commentaire de la campagne, sous forme de championnat de foot, vous en parliez tout à l'heure, ad nauseam, avec les sondages dans le rôle des scores des matchs. Un tel est à tel score, un tel est à tel score, un tel est passé devant un tel, etc. etc. Et donc finalement, de passer à côté de la campagne en tant que telle, c'est-à-dire les valeurs exprimées, les projets exprimés, les programmes exprimés, et le fait de faire appel à des expertises, beaucoup moins sur, alors un tel s'est allié avec un tel, est-ce qu'il va réussir à saigner un tel en s'alliant avec un tel pour pouvoir surmonter, etc., course de petits chevaux ad nauseam, plutôt de faire davantage appel à une expertise qui porterait sur leur projet, leur programme, qu'est-ce que ça implique, etc. Par ailleurs, il y a un énorme souci aussi qui est non pas la ligne politique des intervieweurs et des éditorialistes, parce que c'est leur droit d'en avoir une, et un média, c'est normal qu'il en ait une, mais il y a un problème de manque de pluralisme. C'est-à-dire que quand vous sortez de ce que Alain Minc appelle le cercle de la raison, quand vous sortez d'un espèce de consensus qui va en gros de la droite modérée jusqu'à l'aile droite du PS, quand vous sortez de ce consensus-là, plus vous vous en éloignez,
plus vous avez droit à des intervieweurs agressifs, et plus vous avez droit à des éditorialistes qui vous cognent dessus. Et ça, c'est un problème. C'est pas un problème que les médias aient une ligne éditoriale, je le répète, c'est-à-dire une ligne politique. C'est normal. Mais il y a un problème de manque, mais il y a un vrai problème de manque de pluralisme j'ai le sentiment, dans le traitement de la campagne. J'ai le sentiment, mais je peux me tromper, D'où un rejet, d'ailleurs. que les Français se sont affranchis de ça dans cette campagne. Oui, d'où les problèmes d'audience d'un certain nombre de médias. Oui, mais est-ce que c'est bon ou pas pour la démocratie à un moment donné si les Français s'emparent de la campagne? Exactement. Médias, politiques aussi. Voilà, c'est peut-être quand on titre Ils sont pas utile ou raté, c'est peut-être l'un et l'autre sont mêlés. C'est plus complexe que ça. Les Français ne sont pas dupes et c'est pour ça qu'ils se sont, à mon sens, emparés de la campagne. Aujourd'hui, d'abord, il y a les réseaux sociaux qui leur permettent chacun d'avoir leur propre média. Donc, il y a des... Leur propre média. Oui, d'être leur C'est propre l'ego média. média, oui. Ouais, mais surtout, il y en a qui... Je vais pas les aussi. citer parce que... Cette campagne est peut-être une campagne de transition. Non, mais il y a des gens qui ont créé leur propre chaîne de télé à l'occasion de cette campagne. Il y a des gens qui, aujourd'hui, peuvent écrire leur propre tribune, être diffusée, la partager et être repris. Souvent, les tribunes qui sont les plus reprises par les opposants, les partisans des uns et des autres, etc., sont des gens qu'on ne connaît pas du tout. C'est plus les 5 sondeurs, les 5 intervieweurs, les 5 politologues, etc., qui viennent régulièrement, etc. Mais c'est pour ça que ça permet aux Français aujourd'hui de s'exprimer. Puis il y a une troisième chose qui fait que la raison pour laquelle ils se sont emparés de cette campagne, c'est qu'il y a une incertitude totale du scrutin. On ne sait pas qui va être en tête, on ne sait pas qui va être les 2 qualifiés. Il y en a visiblement 4. On verra. Non, mais ce qui est marrant, c'est pas qu'on est dans une incertitude totale, parce que j'ai entendu un sondeur l'autre jour sur une radio qui disait alors voilà les chiffres de mon sondage. Donc il a donné les chiffres de son sondage. Donc Emmanuel Macron 24, Marine Le Pen 23, Jean-Luc Mélenchon 18,5, François Fillon 18. Et comme d'habitude, et ensuite on lui disait alors est-ce que vous avez un favori pour le deuxième tour? La marge d'erreur parce que alors attendez, j'arrive bien sûr. Ouais. Et donc on lui disait ensuite est-ce que vous avez un favori? Et il disait bah non, c'est très incertain. Je dis non, pardonnez-moi. Si vous dites 24, 23, 18, 18, c'est pas incertain. Et avec une virgule en plus c'est pas dans le incertain. pronostic, C'est voilà, 1,5. c'est pas incertain. C'est Macron, Le Pen au deuxième tour. Donc mais on a le sentiment dans cette campagne donc 2017 que les codes ont été cassés. Ils ont tellement été échaudés les sondeurs. Oui. Effectivement. Et la marge d'erreur, c'est tellement difficile à expliquer parce qu'en vérité, c'est pas 24 Emmanuel Macron, c'est 26. 22 ou 21, et je choisis de le mettre à 24 parce qu'avec mes modérations et mes correctifs, en vérité, c'est sans doute là qu'il se passe. Alors Marine Le Pen est à 23, mais en fait, elle peut être à 26 ou à 21, mais je la mets à 23. Mais même ça, les Français ne l'entendent plus ou ne veulent plus l'entendre. Mais la vérité, c'est que si on est, et vous avez tout à fait raison, comme pour Trump et Clinton, on est dans la marge d'erreur. Alors, en France, depuis 3 semaines, pour Trump et Clinton, tout le monde a dit c'est une surprise l'élection de Donald Trump. Non. C'est-à-dire, la favorite, c'était bien Hillary Clinton, mais la partie n'a jamais été gagnée pour elle parce qu'ils étaient dans la marge d'erreur des sondages depuis fin août. Et quand on se souvient de ça et quand on garde en tête, on se dit effectivement que le scrutin de dimanche est très incertain. Voilà. Effectivement, le scrutin est incertain. Anne-Claire, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura, ou qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après campagne 2017 J'en suis sûre, c'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que c'est pas de l'indifférence de la part des Français. Effectivement, ils sont, moi je crois, l'intelligence des gens, ils sont en train d'essayer de, en tout cas, ils l'ont de se décider. Pour une grande part dans cette Exactement. C'est l'indifférence, c'est le stade ultime. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes indifférent, vous ne regardez pas justement les programmes en question et il y a vraiment un désintérêt total, quoi. Donc c'est pas le cas. Et ce qui va être intéressant, c'est tout ce qui va être. Encore une fois, c'est un monde qui s'effondre. C'est le monde de la verticalité, c'est le monde de l'injonction un peu parentale. Et on en parle souvent dans la médiasphère, le monde de la com, le monde de l'image. C'est le monde de la com, c'est le monde de l'image. Les vieux codes. On est dans une campagne, je vous rejoins, de transition. Et là, il est en train d'émerger un nouveau monde. Le monde vertical, je suis tellement d'accord avec vous. On a donné des leçons aux gens, on a donné du prêt-à-penser aux gens pendant des années. Beaucoup plus. La pyramide inversée, ça commence de la base, du terrain et ça remonte. Sur les idées, sont sur la nouvelle gestion des médias, parce que les médias vont se remettre en question aussi. Ils sont déjà en train de le faire et de voir comment on peut essayer aussi de traiter l'information différemment. On n'est pas les champions de la remise en question. Oui, mais à un moment donné, quand on se plante parfois, et ça arrive, comme les sondeurs et les autres, quand l'establishment, souvent critiqué dans cette campagne, se plante, si on ne veut pas être total décalage, et je reprends ce que dit Anne-Claire, il va bien falloir se remettre en question. Exactement, et donc je suis assez optimiste pour la suite. Alors ça va être une transition qui va durer un certain temps, mais ça ouvre vers quelque chose de nouveau et de neuf. Campagne 2017, parce que quel que soit l'élu,
Si c'est Fillon, c'est la résurrection. Si c'est Marine Le Pen, c'est un coup de semonce. Si c'est Emmanuel Macron, c'est aussi un coup de semonce parce que c'est quelqu'un qui quelque part, n'a ni été élu, ni chef de gouvernement, etc. Donc voilà, c'est une nouveauté totale, etc. Après, il faut relativiser ça. Ça vaut pas la campagne de 2002. Je veux dire, celle-là, on s'en souvient. Voilà, c'était la première fois que le Front National arrivait au deuxième tour, c'est historique. Oui, mais les codes de 2002 étaient éminemment classiques. Si on compare les campagnes, 2002, c'est une campagne affreusement formatée. Exactement. Si. Oui, je suis complètement d'accord, en fait. On est d'accord. Ouais. Chouette. C'est Vous êtes extraordinairement pas toujours, Non. mais là, en l'occurrence, oui. Souvent. Qui explose en vol. Parce qu'à un moment, les Français disent, le candidat que vous essayez de me vendre, là, je le veux pas. Voilà. Votre lessive, j'en veux pas. Voilà. Ça Alors m'intéresse pas, votre Jospin. En fait, 2017, c'est pas l'histoire. et là, c'est on pas a ça. eu- Le 17, candidat alors paquet de lessive, pour le coup, il a l'air plutôt en tête. C'est pour l'instant, le candidat que vous qualifiez de paquet de lessive est en Oui. tête, oui. Et beaucoup plus haut qu'il n'a jamais été crédité. Oui, donc sur Lionel l'intelligence Jospin collective, je suis en partiellement 2002. d'accord. Et moi, On la verra, campagne on verra. pour moi qui Enfin, les reste une doutes n'ont campagne, jamais été parce aussi que importants. c'est pour ça que j'aime votre optimisme, Anne-Claire, vous le savez. Une Mais déclaration, on dirait. mais rappelez-vous quand même qu'en 2007, on s'est dit c'est génial. On a 2 candidats qui sont sortis finalement du format ou du formatage. On avait Nicolas Sarkozy d'un côté et Ségolène Royal de l'autre qui avaient fait exploser les rapports naturels au sein de leurs partis respectifs. Et Bayrou qui Ils avait sont faussé arrivés, le- et Bayrou qui avait Ouais. fait exploser les limites aussi. Ils sont arrivés tous les 3, puis tous les 2, dans une situation dite de renouvellement, et au bout du compte, on se retrouve 10 ans après dans une situation qui a assez peu bougé. Mais c'était une campagne 2007. S'il y a une campagne qui a amené des idées, ça a été C'est la celle-là. dernière campagne. Elle a bougé, Il y aura- elle a fait Il bouger n'y aura pas les lignes de manière très de intéressante. match retour. Merci beaucoup à tous les 4. On reparlera de cette campagne 2017. Merci à vous de nous regarder. Petite info, nous sommes quand même dans la médiasphère. On l'a appris pendant cette émission. Arnaud Lagardère prend la présidence d'Europe 1. Denis Oliven est écarté. Les résultats d'audience qui sont tombés ce matin sont catastrophiques. Gros chambardement dans la station de la rue François 1er. À demain, il restera une petite journée pour en parler et 3 jours pour aller voter.